Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes toujours dans la saison 7, une saison que j'ai voulu prospective sur l'entreprise de demain. On a parlé d'intelligence artificielle, de soft skills, on a parlé aussi de rapport au travail, de relations au travail. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de leadership. On va balayer tous ces sujets pendant cette saison avec des professionnels DRH, des dirigeants comme aujourd'hui, des auteurs comme la prochaine fois. J'ai la chance pour cette saison d'avoir un partenaire de choix, 365 Talents, un partenaire visionnaire dont la spécialité c'est le monde des compétences. Alors plus qu'un outil, ils offrent un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques de gestion de projet RH pour définir la façon dont vous identifiez, entretenez, développez les talents au sein de votre entreprise. En partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde du travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son propre parcours professionnel. Et alors, comme nouvelle invitée pour cette saison, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour cet épisode, Baptiste Rébier, qui est DG de Fermob. Fermob, c'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la fabrication de mobilier de jardin, que vous connaissez ou non, en tout cas qui allie selon moi, le robuste, le beau et le respect de l'environnement dans tous les sens du terme. Alors Baptiste partage aujourd'hui avec nous l'histoire de Fermob, comment Fermob a su évoluer en gardant ses valeurs intactes, mais en favorisant aussi un environnement de travail agile, collaboratif et responsabilisant. Il faut savoir que j'ai rencontré Baptiste grâce à Marjorie Antoine. Marjorie est auditrice du podcast, je la remercie d'ailleurs, et elle est directrice du pôle talent et carrière et aussi directrice commerciale de Fermob. Et quand elle m'a parlé de Baptiste, j'étais curieuse d'en savoir plus sur cette entreprise, justement. J'étais curieuse de savoir comment s'est passée la transmission entre Baptiste et son père, Bernard Rébier, qui avait racheté l'entreprise en 89, entreprise qui comprenait alors 14 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a près de 600. Donc je voulais savoir comment ça s'était passé et comprendre quel avait été le parcours de Baptiste, parce qu'il est rentré dans l'entreprise bien avant de la reprendre. Ça n'a pas toujours été pour lui évident. Le choix de la reprendre n'était pas au départ une certitude. Et voilà, j'ai apprécié dans cet épisode l'humilité avec laquelle Baptiste partage avec nous justement son parcours, ses doutes, ses questionnements, ses réflexions. Vous verrez que le mot écoute est le mot qui est le plus souvent revenu. Je pense que c'est une des grandes qualités de Baptiste. Et en cela, je trouve que cet épisode est une masterclass sur le leadership, parce que on voit la manière dont pour Baptiste l'écoute vient structurer toute son approche. Donc l'élégance chez Fermob, elle est aussi bien dans le mobilier d'ailleurs qui nous entourait puisqu'on a fait l'interview au showroom de Fermob, que dans la posture de Baptiste. Et je vous souhaite, puisque c'est la thématique de cet épisode finalement, une excellente écoute. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'être au micro du podcast. Je vais vous laisser vous présenter, Baptiste. Je suis Baptiste Rébier, j'ai 42 ans et j'ai 3 enfants et je suis directeur général de Fermob, entreprise dans laquelle je travaille depuis 16 ans maintenant.
et qui est une entreprise familiale puisqu'elle a été reprise par mon père il y a 35 ans, voilà, à un stade artisanal avec une dizaine de salariés, d'ouvriers dans un petit atelier industriel. Et puis une entreprise qui s'est bien développée depuis 30 ans, puisqu'aujourd'hui, au niveau groupe, on a près de 600 collaborateurs. Voilà. D'accord. Vous êtes à la tête de l'entreprise depuis ? Alors je disais, je suis arrivé il y a 16 ans, pas forcément dans l'idée de la reprendre, d'ailleurs, un petit peu par intérêt au démarrage. Et donc en 16 ans, j'ai exercé 8 postes différents. Alors je le dis a posteriori parce que ça fait très parcours d'intégration très régulier, etc. Mais en fait tout s'est fait plutôt naturellement. Et en tout cas pour arriver à en reprendre la direction générale il y a 2 ans en effet. Voilà. Et avec une direction générale qui a changé, une gouvernance qui a changé. Mon père, quand il l'a repris à 35 ans, il en a été le PDG pendant 35 ans. Et en fait, depuis 2 ans, mon père est resté quand même opérationnel, il est président, et moi je suis directeur général. Et on nous dit pas mal qu'en fait, c'est une organisation qui est un petit peu originale, parce qu'il y a plutôt des modèles où soit le dirigeant précédent s'accroche, ou au contraire lâche complètement les manettes, mais ce modèle un petit peu hybride, qui nous paraît assez naturel, et ben finalement on nous dit qu'il est pas si commun que ça. Donc voilà. Donc en tout cas c'est ça mon parcours et puis le modèle actuel. Voilà. Et alors comment s'est passée la transmission ? Parce que malgré tout il y a eu la transmission du poste de directeur général. Oui. Quels ont été les moments clés ? Qu'est-ce que vous avez souhaité changer ou pas dans l'entreprise ? Comment ça s'est passé ? C'est plutôt une continuité ? Il y a plutôt une forme de rupture sur certains points ou... Alors déjà, il y a ce qu'on peut en tant que dirigeant impulser, mais il y a avant vraiment la transmission en tant que telle. Je pense qu'il y a autant d'histoires d'entreprise que de transmission. Voilà, chacune est unique. Il y a d'ailleurs pas de modèle. Voilà. Il y a des caractéristiques quand même quand on est une entreprise familiale. Alors quand on dit entreprise familiale, il y a un changement de dirigeant dans la famille et puis une entreprise qui est détenue majoritairement par la famille. J'avais lu d'ailleurs un livre intéressant là-dessus, j'ai plus le titre en tête, mais écrit par des journalistes du Monde, je crois que ça s'appelait Succession. Bon, c'était plutôt sur les grandes familles. Type Arnaud, Pinot, etc. Mais finalement, la famille Decaux. Mais à chaque fois, on voyait des modèles différents. Moi, le modèle, c'était que je m'étais pas projeté initialement dans la reprise. Et en fait, je dirais qu'en entrant dans l'entreprise, au fur et à mesure, je dirais, ça a suscité mon intérêt à aller plus loin. Ouais. Et donc à faire mon parcours et puis voir où ça me menait. Et ce qui est marrant, c'est que je serais incapable de vous dire, tiens, à cette date-là, j'ai décidé de reprendre les rênes. J'ai pas de date précise, donc ça s'est fait de manière assez progressive. En tout cas, il y a quand même eu des discussions avec mon père, il y a 5-6 ans peut-être, où on s'est dit, bon, si on commence à se projeter un petit peu plus loin, je commençais à avoir des postes à responsabilité, comment on gère les prochaines étapes. Donc ça a démarré à ce moment-là. Et puis après, on a commencé à structurer davantage les choses il y a 5-6 ans. Oui, donc quand même assez en amont. En fait, vous avez une réflexion en amont. Oui. Alors assez en amont et en même temps, dans les transmissions d'entreprises familiales, vous avez parfois la génération du dessous qui est très vite propulsée très haut. Oui. Et moi, ça n'a pas été du tout mon cas. J'avais pas spécialement envie. Moi, pendant 10 ans, à partir du début de ma carrière chez Fermob, j'étais pas dans le comité de direction, j'avais pas de poste de directeur, etc. Donc moi, il y avait une volonté de faire les choses de manière assez progressive et linéaire. Et comme de l'autre côté, mon père n'était pas fatigué ou pressé de s'arrêter, ou etc., mais qu'il était
dans une démarche aussi d'ouverture, et voilà, ça, finalement, ce rythme assez progressif nous convenait assez bien. Il y avait des ruptures sur la vision de l'entreprise ou pas tellement? Je dirais pas tellement, parce que on est une entreprise qui a une belle croissance depuis 30 ans, et si on me demande quels sont les ingrédients du succès, c'est plutôt une stratégie et une vision assez stable depuis 30 ans. D'accord. Donc voilà, il n'y avait pas de volonté de ma part de dire je vais en profiter pour tout changer, pour tout révolutionner. Et je pense qu'on est assez aligné sur la stratégie. Donc il y a, voilà, c'est pour ça que je disais il y a autant d'entreprises que de modèles. C'est plutôt changement dans la continuité. Moi, ce qui a été important, d'abord, c'était d'avoir confiance en moi, parce qu'on peut se dire, je prends les rênes si les autres ont confiance en vous, soit vous nomment, voilà. Moi, c'était d'abord m'en sentir, d'avoir envie et d'en être capable, et parce que c'est quand même un challenge. Je dirais, à mon âge, mon père avait repris l'entreprise, mais avec 10 personnes. Voilà, gérer avec 500 personnes, c'est pas les mêmes responsabilités, donc il faut vraiment être sûr d'en avoir envie. Voilà. Envie que votre père respectait, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, par contre, il y a un point important, il fallait que ce soit validé, pas juste par le duo, l'ancien patron et le nouveau, qui est le duo père-fils. Mon père, il en a parlé au comité de direction et à notre conseil d'administration, plus l'organe de gouvernance au-dessus. Et il me l'a dit d'ailleurs plutôt après coup, mais à partir du moment où on discutait de la possibilité pour moi de reprendre la suite, il a tâté le terrain de manière assez concrète avec en interne et en externe pour dire bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça a été important pour lui, et donc pour moi aussi, de se dire, il y a le projet, mais il a été validé non pas que par nous deux, mais par le conseil d'administration et par le comité de direction. Même si on aurait pu se dire, on fait ce qu'on veut, c'est notre entreprise, on n'a pas besoin d'eux, mais ça a été assez utile pour nous de fonctionner comme ça. Il y a eu le côté aussi, je dirais... un petit peu petit caillou, c'est-à-dire mon père a semé des petites choses qui m'ont aidé. Voilà, donc notamment en me faisant rentrer au conseil d'administration il y a plus de 10 ans. Donc là, en termes de prise de hauteur sur la vision générale de l'entreprise, gouvernance, stratégie, ça m'a pas mal aidé. Et puis il y a une petite dizaine d'années aussi, il m'a proposé de rejoindre un club d'une association qui s'appelle l'APM, qui est assez connue, des dirigeants de petites et moyennes entreprises. Vous avez des clubs dans toute la France. Et voilà, là pareil, avec des conférences mensuelles qui vous font réfléchir, prendre un peu de hauteur, qui vous font discuter avec d'autres dirigeants. Donc ça a pas mal joué aussi dans pour moi la prise de confiance de me dire allez, j'y vais et je reprends les rênes. C'était quand même très bien préparé. En fait, quand je dis très bien préparé, je parle pas d'un plan écrit noir sur blanc. Je veux dire, dans l'intention, il y a eu vous avez mis le temps, vous avez posé des jalons. Enfin, effectivement, c'est quelque chose qui a été... Oui, alors, c'était effectivement préparé dans le sens où, effectivement, a posteriori, on se dit, voilà, il y a eu des étapes qui ont été bien... ça s'est pas fait dans la précipitation, etc., etc. Par contre, on ne l'a pas vraiment en amont écrit. Oui. Sauf les 2 dernières années, avant que je reprenne la direction générale, où on a dit, bon, maintenant, il y a une étape, dans 6 mois, une autre étape. Donc, sur les 2 dernières années, on a vraiment écrit les choses. Auparavant, un petit peu moins. Oui, c'était plus intuitif aussi. C'était un peu plus intuitif, mais très anticipé. Oui. Voilà, c'était pas forcément simple pour moi, parce que il y a un moment où vous pouvez vous dire bon, je sais pas, est-ce que ça va le faire, est-ce que mon père y est favorable, puis c'est parfois plus facile de parler à des collaborateurs que de se parler dans la famille. C'est clair. Voilà. Et
Mais voilà, comme mon père a toujours été assez ouvert là-dessus, finalement, au moment où on a dit on concrétise les choses, tout ce qui avait été préparé en amont ont rendu le passage facile, on va dire. Plus fluide. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la préparation, c'est clé, le respect aussi de l'intention, puisque vous l'avez dit, est-ce que j'ai envie de reprendre une entreprise de 500 collaborateurs? C'est un vrai choix, c'est des choix de vie. Enfin, souvent, les questions qui se posent dans les reprises, quand la personne souhaite vraiment que un de ses enfants reprenne, c'est que parfois, les enfants n'ont pas envie. Oui. Donc justement, parce que voilà, on n'a pas tous envie de la même chose, c'est pas parce que votre père a dirigé une entreprise que vous avez forcément envie de le faire. Maintenant que vous avez repris l'entreprise, donc il y a déjà 2 ans, en même temps que vous reprenez l'entreprise, le rapport au travail a beaucoup changé. En tout cas, c'est quelque chose qu'on constate au niveau national et pas que international. Est-ce que vous l'observez? Qu'est-ce que ça change dans votre manière de piloter? Parce que effectivement, vous disiez, vous avez accepté de reprendre une entreprise de 500 collaborateurs, donc c'est pas rien à gérer. Donc voilà, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que ça se passe? Et quelles sont vos impressions de cette évolution? Alors, il y a un point déjà important, si on pense aux collaborateurs. En tout cas, chez nous, il y a eu un côté très rassurant de se dire, il y a une transition qui se fait, et du coup, l'entreprise continue de manière stable. C'est-à-dire, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas un nouveau propriétaire, il n'y a pas un fonds qui rentre. Ça peut être très positif. Il y a un changement dans la continuité. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une transmission en tant que telle, c'est un changement de modèle, puisque moi je suis directeur général. Mon père, il est resté président très actif sur les sujets stratégiques, et puis il a gardé un petit rôle opérationnel sur le développement produit. Voilà, et donc on est sur un binôme avec une main un peu plus stratégique et développement, et une main très opérationnelle et généraliste. Donc en tout cas, pour les équipes, le premier point, c'est de se dire, ça a marché pendant 30 ans, ça s'est bien développé, on peut se projeter à nouveau sur une période assez longue, même si, on peut jamais dire de quoi demain sera fait, mais pour les collaborateurs, ça c'est très important. Après, il y a un deuxième changement qu'on peut noter, mais qui est aussi une évolution, qui est pas une évolution de rupture, et qui est liée à la taille de l'entreprise, qui est peut-être d'avoir un fonctionnement un petit peu plus collégial, ou qui se veut plus responsabilisant à l'échelle plus large des managers. Voilà, mon père, en ayant recréé une entreprise avec 10 personnes, il y avait une vision, une stratégie, et un cap très clair, et une direction très claire qui était portée par lui. Voilà. Aujourd'hui, moi étant arrivé dans ce modèle, et puis étant accompagné, on a un comité de direction de 10 personnes, en dessous on a 40 managers. Il y a le fait de rendre le fonctionnement, je dirais pas plus collectif parce qu'il l'était déjà, mais d'accélérer cet aspect plus collectif, plus responsabilisant, plus collaboratif. Oui. Et ça, au niveau de l'équipe managériale, ça se traduit concrètement comment? Vous avez un exemple? Oui, j'ai un exemple tout bête. C'est de laisser beaucoup les gens s'exprimer. Ça a toujours été le cas, mais en fait, d'avoir des réflexes, de bien laisser les gens parler, de poser des questions, de les relancer là-dessus. Je parlais de l'APM tout à l'heure. J'avais fait une conférence avec un dramaturge, donc un metteur en scène de théâtre, et la conférence était sur l'écoute. Et il avait commencé on était une vingtaine dans la salle, par nous demander tous de nous présenter notre prénom, ce qu'on faisait, et puis quel était notre rapport avec le théâtre. Il nous a tous écoutés à la suite, donc ça a duré un quart d'heure, et ensuite il a ressorti tous nos noms, toutes nos entreprises et tout ce qu'on venait de dire, pour nous montrer que l'écoute, quand vraiment on y mettait de l'attention, c'était hyper fondamental.
Et donc, je dirais, moi, il y a l'idée que pousser l'écoute, ça pousse les gens à se responsabiliser davantage et à se sentir plus moteur de ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils sentent qu'on est réceptif à ce qu'ils ont à proposer. Et de toute façon, en ayant une entreprise de cette taille-là, avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup de grands domaines, grands marchés, si en tant que dirigeant, en tout cas me concernant, mais j'avais la volonté de vouloir tout suivre et tout contrôler, je pense qu'au bout de 6 mois, je partirais en arrêt maladie. Donc c'est de toute façon une nécessité, je pense. Donc la nécessité pour vous de déléguer, de pas essayer de tout savoir, de pas être le sachant absolu, mais plutôt de compter sur vos managers pour pouvoir être... Ce qui est pas évident, parce que Fairmob, comme on va de la création, conception des produits jusqu'à la fabrication et la distribution, on a vraiment tout type de métier dans l'entreprise, que ce soit service client, marketing, commercial, conception, industriel, évidemment finance. Et donc, ce serait vertigineux que de vouloir être spécialiste de tout. Alors j'ai des domaines de compétences, on va dire, mais de toute façon, c'est une obligation parce qu'on ne peut pas avoir la maîtrise absolue de tous les sujets. Ça vous stresse pas ? Ça peut dépendre des sujets. Je dirais c'est presque plus stressant sur les domaines où on est expert, parce qu'on se dit c'est là où je dois être le meilleur et impulser le plus. Alors que finalement, moi qui suis pas ingénieur, sur l'aspect industriel, j'ai une vision des choses, mais je sais que j'ai des équipes qui sont là pour impulser. Alors que sur des sujets sur lesquels on est plus expert, en ayant moins le temps de s'en occuper au quotidien en tant que directeur général, ça peut être un petit peu plus stressant de dire est-ce que vraiment ces sujets-là sont suffisamment bien traités. Moi, mon cœur de métier, c'est plutôt le développement commercial. Bon, maintenant j'ai des équipes, je les laisse un petit peu faire. Mais est-ce qu'il faudrait pas que j'impulse plus, mais en même temps, faut leur laisser la liberté de le faire. Donc c'est pas évident. Mais je dirais que le fait de se poser la question, c'est toujours très sain, parce que ça évite de se dire tout roule, tout va bien. Donc c'est déjà bien. Mais finalement, c'est peut-être plus difficile de lâcher là où on connaît effectivement que là où on connaît pas, parce que. Je pensais, mais pas tant que ça, parce que comme je le disais, en ayant beaucoup de domaines différents dans l'entreprise, si on veut de toute façon avoir un œil et bien suivre ses collaborateurs directs dans chaque domaine, j'étais obligé quand même de lâcher un certain nombre de choses quotidiennes. Et quel dirigeant vous êtes aujourd'hui d'ailleurs ? Comment c'est passé ? Parce que il faut voir que vous faites partie. Alors, c'est une entreprise familiale. Vous avez réorganisé l'entreprise, donc ça en avez pris la direction générale. Mais vous étiez à l'époque à côté de ceux que vous dirigez maintenant. En fait, vous étiez leur père. Oui. Donc, comment vous avez pris votre place ? Alors, il peut y avoir une légitimité familiale, mais enfin bon, faut quand même prendre sa place. Comment vous avez pris votre place et quel dirigeant vous êtes aujourd'hui ? Je me suis jamais trop posé la question de quel dirigeant je suis, j'avoue. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir vous répondre. En tout cas, la place, moi, j'ai jamais eu de problème à partir du moment où ma légitimité personnelle était ce qui avait de plus important, c'est-à-dire la confiance en moi. Sur le reste, j'ai un bon niveau de confiance en moi. En termes de communication, je suis à l'aise, donc j'avais pas de problème à prendre ma place là-dessus. Donc je dirais que au niveau du leadership en tant que tel, ça s'est fait assez facilement. Et après sur quel dirigeant je suis, sans doute assez à l'écoute, collaboratif. Parfois, avec mon père, on se dit, lui devrait être plus diplomate et moi moins diplomate. Donc je suis assez diplomate. J'aime bien trouver le consensus.
J'aime bien que les sujets soient traités, ne restent pas trop en suspens. Voilà, mais c'est toujours le revers de la médaille. C'est quand vous êtes, quand vous avez cette manière-là de faire. Bon, bah parfois faudrait peut-être trancher dans le vif de manière plus forte. Et en même temps, faut pas renier sa nature. Donc il faut être qui on est, là où on est bon. Oui. Il faut pas surjouer un rôle. Ça, c'est évident. Ouais. C'est-à-dire qu'à terme, on finit aussi cramé. C'est une double, la double. Mais si je dirais, là, je vais dire quel leader vous voulez être, c'est quel impact vous voulez avoir par rapport à l'entreprise, à vos équipes, comme ça, sur le moyen long terme, quel impact vous voulez avoir? Alors, je peux passer assez rapidement les aspects plus, on va dire, liés à l'entreprise, sur voilà, on a un plan stratégique, etc. Mais là, on est plus sur l'opérationnel, où on veut aller sur nos marchés, sur nos développements, etc., etc. Moi, ce que je dirais, au-delà de nos ambitions, voilà, plus commerciales, industrielles, le sujet principal, ça reste que les collaborateurs soient bien dans l'entreprise. Je disais tout à l'heure, les collaborateurs ont vécu la transition comme quelque chose de rassurant, de réassurance, de se dire on est sur un modèle stable et qui a priori va pouvoir continuer. Donc pour moi cet aspect il est très important. C'est que on conserve des collaborateurs. On en parlera peut-être après, mais on a des indicateurs RH qui sont plutôt bons. Qu'on reste à un très bon niveau à ce niveau-là. Parce que si on a des collaborateurs épanouis dans l'entreprise, qui sont heureux de se côtoyer tous les jours, normalement l'entreprise devrait toujours bien fonctionner. Donc ça reste pour moi la priorité. Votre priorité, c'est que les collaborateurs soient bien. Donc vous avez dit épanouis, ça veut dire quoi d'autre? Qu'ils soient bien, qu'ils soient épanouis, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut attendre de l'expérience Fermob en tant que collaborateur? Alors, premier point, moi je le relie à l'aspect entreprise familiale, à nouveau. Et quand il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, moi je les reçois tous. Voilà. Je leur présente l'entreprise, l'histoire, etc. Mais je démarre en leur disant vous êtes dans une entreprise familiale qui a un certain nombre de caractéristiques qui vont être bien pour vous dans le cadre de votre travail dans l'entreprise. Donc je dis que l'entreprise familiale, il y a de la stabilité, de la vision à long terme et en même temps beaucoup d'agilité. Et puis je leur dis une entreprise familiale, en tout cas la nôtre, c'est une entreprise qui a des valeurs et elles sont incarnées, elles sont réellement vécues. Et si on fait le parallèle avec des plus grands groupes, moi j'ai des amis où ma femme a aussi travaillé beaucoup dans des grands groupes. Il y a souvent un vrai décalage entre la théorie et la pratique. Et chez nous, même en étant 500, si le dirigeant il a des convictions, globalement dans l'entreprise, elles sont suivies. Donc c'est ça, je dirais que je vais mettre en avant en priorité pour les nouveaux arrivants. Et puis pour ceux qui sont dans l'entreprise, c'est de leur dire vous avez la responsabilité, parce que c'est pas que le dirigeant qui fait ça. Vous avez la responsabilité de faire vivre ce modèle, de faire vivre ces valeurs. Je parle des valeurs. On a défini nos valeurs dans l'entreprise en 1997. Voilà, il y a 27 ans. Et elles n'ont pas changé depuis 27 ans. On n'en a fait évoluer aucune. Et du coup, c'est vraiment une boussole. Et donc, moi, je dirais que les valeurs, c'est ma boussole. Et je dis aux équipes, ça doit être votre boussole aussi. Votre manière de manager, votre manière de gérer les équipes doit être liée à ces valeurs. Et le fait d'avoir des valeurs depuis plus de 20 ans, je pense que par rapport à d'autres entreprises, ça nous donne un avantage et une avance énorme. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez vu évoluer la relation des collaborateurs et de l'entreprise ? Quelles sont les attentes des collaborateurs qui viennent chez vous ? Est-ce qu'ils restent aussi engagés ? Est-ce qu'ils restent aussi longtemps qu'à l'époque ? Est-ce que vous voyez la relation évoluer ? Alors, je dirais ça a à la fois changé et pas changé.
On est une entreprise, on est un fabricant, hein, on a plusieurs usines, donc on a une population qui est majoritairement industrielle, même si après on a beaucoup d'autres métiers. On avait par le passé, et on a encore dans l'entreprise, des gens qui sont restés 10, 20, 30 ans. J'ai un collaborateur qui est là depuis 1982, hein, mon année de naissance. Je lui dirai, tiens, la prochaine fois que je le vois, donc qui est là depuis 42 ans, qui est pas très loin de l'âge de la retraite, mais vous savez, c'est ces gens qui ont démarré à 16 ans, voilà, dans l'entreprise. Et souvent, les plus anciens nous disent que sur des postes industriels de fabrication, il est un petit peu plus difficile de trouver du personnel très engagé. Pas forcément dans nos collaborateurs, mais on a pas mal d'intérimaires aussi, et que sur les intérimaires, c'est devenu très compliqué d'avoir des gens vraiment motivés sur des choses très basiques, hein, arriver à l'heure sur des usines, c'est hyper important. Et pourquoi les intérimaires ? Il y a sans doute un sentiment d'appartenance qui est beaucoup moins fort, évidemment. Alors on pourrait se dire, très bien, prenons moins d'intérimaires, il se trouve qu'on a un métier qui est saisonnier, donc on est obligé d'avoir une part d'intérim. Comme beaucoup d'industries, de toute façon. C'est une obligation. Donc je dirais, cet aspect-là a changé, et en même temps, ce qui n'a pas changé, c'est on a globalement des gens qui sont toujours, je dirais, très en phase avec le projet d'entreprise, avec les valeurs d'entreprise. D'une part, je pense, parce que même en ayant une taille plus grande, pour le moment, on réussit à toujours garder un bon lien de proximité entre les différents niveaux des équipes. Parce qu'on arrive à faire vivre ces valeurs. Dans les valeurs, il y en a deux qui sont au niveau RH importantes. C'est le sens des responsabilités et l'attention portée aux autres. Et c'est des valeurs assez miroirs. C'est-à-dire, sens des responsabilités, c'est assez classique, mais quand vous le couplez avec l'attention portée aux autres, ça veut dire on n'est pas responsable que de son périmètre. On a un devoir de solidarité, etc., qui va au-delà de son propre périmètre. Voilà. On a je pense, un élément très important qui est une chance. On fabrique des beaux produits finis. On vend des produits finis aux particuliers, du beau mobilier de jardin, des lampes, etc. Il y a un côté, je pense, très engageant de se dire, je suis dans une entreprise où je pars d'une feuille blanche sur la création d'un produit jusqu'à en terminer la fabrication jusqu'à le vendre. Oui, c'est pas une sous-traitance. Et ça, c'est quand même gratifiant parce qu'il y a une perception de... Voilà. Et cet aspect-là joue énormément. Je pense aussi dans le sentiment d'appartenance dans un projet excitant. On a la chance d'être en croissance. Dans la fierté, ça joue énormément. Ouais. La croissance, donc la sécurité de l'emploi aussi, c'est pas neutre aujourd'hui quand même. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez le sentiment que chez Fairmop, vous offrez justement un cadre sécurisant ? Parce qu'on parle beaucoup de l'importance d'avoir dans l'entreprise aujourd'hui un cadre de confiance et de sécurité psychologique. Parce que voilà, le monde qui nous entoure n'est pas tout à fait sécuritaire. Oui. Et donc, souvent, on reporte un petit peu D'ailleurs, quelqu'un parlait d'entreprise providence récemment, je ne sais plus où, mais ce côté un petit peu, que l'entreprise soit là pour moi quand le reste, on ne sait plus trop si c'est là pour moi, quoi. Est-ce que vous ressentez ça ? Parce que du coup, en tant qu'entreprise familiale, forcément, ce sentiment, il doit être un peu fort. Parce que... Oui. Alors, je dirais pas que c'est un sentiment de sacerdoce, de se dire je suis vraiment responsable de 500 familles, etc. Mais je pense qu'il est important à deux titres. Quand on parle de sécurité, effectivement, il y a sécurité emploi, sécurité financière. On n'est pas très loin de Lyon, on est à une petite heure au nord de Lyon, mais on est quand même à la campagne, donc dans un bassin de population un peu moins dense, pour le coup en termes de taux de chômage qui est très faible. C'est une région qui est très dynamique, l'Ain, très industrielle, etc. Mais voilà, on ne voit pas une entreprise à tous les coins de rue, etc. Et donc pour les gens, se dire voilà, je suis dans une entreprise stable, en croissance, située avec un confort de vie qui est important, puisque du coup beaucoup de collaborateurs habitent
à proximité, sans les contraintes de transport des grandes villes. Donc cet aspect-là, il est sécurisant. C'est sécurisant aussi sur on va dire notre trajectoire de croissance et du coup le partage de la valeur qui va avec. On a de la chance de faire de la croissance et d'être rentable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on gagne des sous? On en laisse beaucoup dans l'entreprise, parce qu'une entreprise industrielle, vous avez toujours beaucoup d'investissements en machines qui doit être fait. Mais on en distribue, et on a toujours eu, depuis, ça fait 30 ans, une politique de partage de la valeur avec les collaborateurs qui a été très poussée. Et donc, par exemple, sur participation, intéressement. Ouais, mais on l'a fait avant même d'atteindre les seuils obligatoires. Oui. Et ça, c'est très important parce que même si ce sont des éléments variables qui dépendent de la rentabilité de l'entreprise, le fait d'en distribuer régulièrement depuis plusieurs décennies, non seulement au niveau strictement financier, c'est intéressant pour les salariés, mais c'est un côté très rassurant de se dire, je vois que l'entreprise va bien, et je me projette, et c'est important sur le long terme. De comprendre directement, de faire le lien. Et puis je dirais le deuxième point, sur l'aspect que les gens se sentent en sécurité. Quand je parlais de la valeur attention portée aux autres, c'est aussi faire preuve de bienveillance, c'est aussi donner le droit à l'erreur. Le sens des responsabilités, c'est aussi le droit et le devoir de prendre des initiatives. Si vous dites aux gens prenez des initiatives, mais à la première erreur vous dégagez, ça ne marche pas. Donc c'est entretenir un climat où les gens se sentent en sécurité pour agir. Voilà, pour agir, pour proposer des innovations, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est le cas. Vous sentez que les collaborateurs se sentent en sécurité, sentent qu'ils sont attendus, voilà. Oui. Est-ce que si j'interroge un collaborateur chez vous, son métier a du sens, dans le sens où il comprend sa contribution globale à l'entreprise, la valeur de son propre métier? Oui, ça c'est très fort. Alors je disais tout à l'heure, le fait de fabriquer un produit fini, ça aide beaucoup à se dire, moi je suis responsable de cette partie dans tout le processus. On le voit à travers des indicateurs RH qui nous montrent que ça va bien, globalement. Alors le taux d'engagement, le taux d'absentéisme et puis le turnover. D'accord. Voilà. Et là-dessus, c'est des chiffres qu'on étudie régulièrement. Quand on se compare, on va dire à la moyenne, soit du secteur, soit national, etc., on a des chiffres qui sont très nettement supérieurs à la moyenne. Ça peut avoir un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'une entreprise, vous avez un bon climat comme ça, c'est une entreprise où, en tout cas chez nous, il y a toujours beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et en fait, vous pouvez avoir le revers de la médaille de l'engagement, qui est un peu le surengagement, et qui peut être extrêmement fatigant. Et je dirais, notre péché mignon chez Fairmob, c'est d'avoir trop de projets à gérer en même temps. C'est quelque chose qu'on voit dans pas mal d'entreprises, je pense. Mais chez nous, avec l'engagement, avec l'enthousiasme, on a un petit peu envie de tout faire. Et parfois un peu trop. Ouais, parfois un peu trop, exactement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une culture du coup d'entreprise assez caractéristique. Ça marche pas. Je veux dire, ça le mérite d'être clair. Oui, c'est-à-dire que ça correspond pour un collaborateur, ça correspond à la manière dont il a envie de travailler ou pas. Oui. Oui, puis il y a de la flexibilité, il y a de l'agilité, donc on peut. Voilà, il faut pas aimer la routine, en fait. Il faut aimer que ça bouge et que ça... Tout à fait, oui. Ce qui est plutôt le propre des entreprises féminines en général, quand même. Et pour finir, où est-ce que vous avez envie de l'emmener, cette entreprise? Où est-ce que vous avez envie d'emmener vos collaborateurs? Alors, je parle pas forcément en termes de chiffre d'affaires ou autre, plutôt de projets, de vision à long terme. Là, vous dites finalement, dans 10 ans ou autre, où est-ce que j'ai envie de l'emmener, que ce soit mes équipes ou l'entreprise en tant que telle. Alors c'est comme quel dirigeant êtes-vous? J'ai pas réfléchi à la question. Donc spontanément, qu'est-ce qui vous vient? Alors moi, la réponse très spontanée, ça serait plutôt d'être dans la continuité, c'est-à-dire conserver un bon état d'esprit, conserver de l'agilité,
parce que je le mettrais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, ma crainte, c'est qu'on devienne, en grossissant de taille comme entreprise, qu'on devienne moins agile, qu'on veuille se mettre trop de règles et que du coup on soit plus à l'écoute, des gens et que on rate des choses, on rate un collaborateur qui va pas bien depuis quelques mois, etc. Donc il y a cet aspect-là qui est pour moi qui a une vigilance très importante, c'est de garder de l'agilité. Et puis le deuxième point, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur un peu quel dirigeant êtes-vous, c'est moi j'aimerais qu'on soit dans un environnement où les gens se sentent encore plus autonomes, responsables et dans un climat où ils ne soient pas à avoir besoin de valider chaque étape de leur travail, de leur projet. Donc se sentent plus confortables pour avancer sans qu'on ait besoin de tout valider. Et donc je pense que c'est un petit peu vers ça que j'aimerais aller davantage, en fait, créer un fonctionnement avec un cap général qui est assez clair et au sein duquel les gens se sentent qu'ils puissent avancer de manière assez autonome et assez flexible et assez agile. Voilà. Avec l'écoute quand même, c'est beaucoup revenu dans notre échange. L'écoute, oui. Je pense que c'est une valeur, c'est pas forcément dans vos valeurs, je ne sais pas si c'est inscrit dans vos valeurs, mais en tout cas je pense que c'est une des vôtres importantes, qui permet justement de maintenir ce contact, cette agilité, et qui permet aussi de se sentir en responsabilité, comme vous me disiez au départ. Oui. Alors attention, je suis tout à fait d'accord, et puis c'est vrai que j'ai employé le terme souvent, et en même temps, je suis pas en train de dire que je veux qu'on en devienne une entreprise libérée. D'ailleurs, Le concept d'entreprise libérée était à la mode il y a 10 ans, a commencé à être moins à la mode il y a 5 ans et plus du tout à la mode aujourd'hui. Mais c'est de trouver le juste équilibre entre une direction, un cap. Et d'ailleurs, il y a 2 mois là, on a fait une réunion manager et c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, on aurait envie d'être plus autonome. Et en même temps, avec la taille de l'entreprise qui grossit, on a besoin que le cap soit encore plus défini, encore plus clair. Donc c'est pas simple. Avant on faisait ça de manière un peu plus naturelle, instinctive, et maintenant ça nous demande de un petit peu plus cadrer les choses et pas trop les cadrer en même temps. Donc vous voyez, voilà. Donc tout est dans le fait de garder le juste équilibre entre ces 2 éléments. Ouais. C'est très intéressant ce que vous me dites, c'est un échange que j'ai eu avec d'autres dirigeants, et en fait, plus on veut donner de liberté, plus il faut du cadre, en fait. Et plus le cadre est nécessaire. Et c'est pas intuitif. Le cadre ne veut pas dire process. Ouais. C'est ça qu'on confond parfois. C'est-à-dire que le cadre, on sait bien qu'on est créatif dans une contrainte. Le cadre, c'est la contrainte, on choisit ses contraintes. Oui. Mais c'est pas le process. Et c'est vrai que parfois le risque, c'est de vouloir mettre trop de process, quand en fait, il faudra mettre du cadre. Voilà. Mais c'est pas facile. C'est intéressant ce que vous dites. Je me le noterai en interne que finalement que le cadre facilite la liberté. Et voilà, je pense que c'est quelque chose vers lequel on ira davantage, parce que de toute façon la contrainte est stimulante. C'est ce qui nous force à innover, à faire différemment. Et donc oui, je pense que ça serait une bonne boussole pour moi sur l'évolution de l'organisation. Baptiste, merci beaucoup. Merci. On pourra en reparler d'ici 2-3 ans pour voir où ça en est. Avec plaisir. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir, merci. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers,
ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.